Salut à tous et bienvenue sur Single Tracks Rider Story, le tout premier podcast écueil dédié au VTT. Pour ce nouveau rendez-vous et ce premier numéro, j'accueille un invité de marque, 2 titres de champion olympique, 5 fois champion du monde de cross-country, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde et 33 victoires cumulées à lui tout seul. On parle bien sûr d'un des plus beaux palmarès du VTT. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va passer un petit moment avec Julien Absalon. Avant de démarrer, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un petit like. Et c'est parti pour ce rendez-vous avec Julien. Salut Julien, comment tu vas? Salut Tom, très bien, ravi d'être ici, ravi déjà d'être le premier invité du podcast et ravi d'être ici à Super Dévoluy à l'occasion du championnat de France de cross-country. Écoute, on est ravis de t'avoir pour cette première également. Tu fais les réponses avant les questions, on a dit, donc on est à Super Dévoluy pour ces championnats de France de VTT. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'aller faire un tour sur la piste et de voir un petit peu ce que ça donnait? Oui, tout à fait, notamment on a pu assister aux premières compétitions, les courses short race, toujours un format spectaculaire et bien sympathique à regarder, même si je n'aurais pas forcément apprécié en tant que coureur participer à ces formats short race qui sont plus, qui sont carrément créés pour le spectacle. Ouais. Faut quoi là, sur des formats comme ça? Faut être explosif, particulièrement explosif, j'imagine? Ouais, explosif, beaucoup de puissance, pas mal mais aussi de sens du placement. C'est quand même très stratégique, il faut réussir à s'économiser quand même sur la première partie de course, mais tout en restant placé, pas prendre trop d'à-coups, et faire les 2 derniers tours vraiment à fond et finir à fond. On voit maintenant avec la densité qu'il y a, il n'y a pas d'écart qui se sont faits avant vraiment le dernier tour et ça joue souvent même dans la dernière ligne droite. Ok, top. Écoute, merci pour cette petite mise dans le contexte. Et on va attaquer tout de suite un peu les questions. Et on va démarrer avec ton actualité. On va s'intéresser à tes derniers exploits. C'est vrai que quand on regarde tes réseaux sociaux, on a l'impression que tu n'arrêtes jamais. Gravel, Xterra, ultra distance, marathon. Tu as peur de t'ennuyer à la retraite? C'est quoi la motivation derrière? Faut toujours que tu sois actif. Ça, c'est sûr, la motivation, c'est de profiter au maximum de tout ce qui est possible, d'être au maximum dehors, en montagne, sur les sentiers, que ce soit à pied, sur tout type de vélo. C'est ça le principe, le leitmotiv en fait, d'essayer de pas choisir et d'en faire le maximum. Et notamment au printemps, j'ai suivi que tu as passé un bon petit moment au Maroc. Tu as enchaîné Marathon des Sables, si je dis pas de bêtises, avec derrière un beau trip en itinérance en ultra distance mixte gravel route ou 100% route, je me rappelle plus. C'était un mix. En fait, Ok, j'étais inscrit au Marathon des Sables, j'ai commencé à regarder, à étudier un petit peu les cartes et là, je me suis rendu compte que le Maroc, c'est certainement, l'une des destinations incroyables pour la pratique, gravel. Parce qu'il y a énormément de routes secondaires, de routes très isolées, de pistes, de montagnes à traverser, à découvrir. Donc en me penchant, sur ces cartes-là, immédiatement, j'ai eu l'idée de faire, la traversée intégrale du pays. mm, Après donc le marathon des sables était plus concentré, forcément dans le sud, dans le désert du Sahara. Le trip, gravel était lui plus orienté carrément montagne. ok. L'idée était vraiment de traverser tout la vallée du Rif, le Moyen et Haut Atlas, toutes les montagnes du nord jusqu'au sud. Et- Une belle aventure, puis j'ai embarqué 2 copains qui se sont relayés. ok. L'un qui a fait les 5 premières étapes, l'autre les 4 dernières. Je vais bientôt mettre en ligne, un format long de 30-40 minutes, qui retrace un petit peu toutes les étapes de ce gravel trip. Bah, trop bien. On a hâte de voir ça. Et forcément, j'imagine pas mal de souvenirs et des petites anecdotes parfois un peu croustillantes. Je sais pas, tu as 2-3 trucs en tête où c'était particulièrement l'aventure, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, pour moi le vélo reste, est depuis que je suis gamin le plus bel outil de liberté qui puisse exister. Quand tu es gamin, c'est le premier outil qui te permet, de t'évader, au-delà aux alentours de la maison, chez les parents. Et puis, je sais pas si j'ai toujours une âme d'enfant, mais même encore maintenant, je trouve que c'est l'outil d'exploration et de liberté, par excellence et donc pour découvrir un pays. Et forcément, quand tu fais du voyage à vélo ou des grandes traversées comme ça, tu essayes de planifier, mais il y a forcément des surprises sur des erreurs de parcours, sur des routes qui n'existent pas ou sur
le grand inconnu en gravel, c'est l'état de la piste. Déjà, quand j'ai tracé, je savais pas quelle allait être la proportion goudron-piste. Ça, tu sais jamais à l'avance. Des fois, des étapes que tu penses plutôt asphaltées et en fait, c'est pas du tout asphalté. Et inversement, des fois, tu penses que ça va être plutôt piste et de l'asphalte. Lorsqu'il y a piste, voilà, quelquefois, il peut y avoir des surprises sur l'état également de la piste. Surtout au Maroc. Quand tu pars pour 200 bornes, tu sais pas si tu vas mettre 6 ou 10 ou plus. Génial. Mais c'est ça qui fait partie de l'aventure. Et à côté de ça, course à pied et Xterra aussi. Tu as fait la verticale du 0,6, si je dis pas de bêtises. Et puis un Xterra tout dernièrement, tu peux nous en dire un petit mot? C'est quoi? Tu as besoin de cette polyvalence aussi pour garder le plaisir de l'effort ou c'est Oui, juste que tu aimes varier les plaisirs j'aime tout varier les simplement? plaisirs. Et d'ailleurs, je me considère plus, je le répète, comme athlète. Je suis maintenant un sportif qui aime découvrir et je pense que je suis plus du coup polyvalent que je n'étais en carrière. Parce qu'en carrière, j'étais ultra spécialisé dans mon sport et encore Eh plus ouais, dans ma discipline. Donc ça laissait pas de place pour d'autres pratiques. Et maintenant, je me régale justement à découvrir l'alpinisme, le parapente, le triathlon, tout ce qui peut se pratiquer dehors et qui est un sport d'endurance me fascine. Donc j'essaye tout. À la triathlon, par contre, j'aime pas nager et je suis pas nageur et j'ai pas envie de me forcer à essayer de bien nager. Donc en fait, ce qui m'éclate en triathlon, c'est d'enchaîner les 3 sports, les efforts différents. Et puis ce qui est marrant, c'est que je sais que je vais sortir de l'eau, très loin avec, que du peloton et après à vélo, du coup, tu à vélo, rattrapes à pied, j'essaie de remonter tu donc c'est rattrapes du monde. plutôt sympa. Ces objectifs, ou tout du moins, j'essaye d'être un peu performant, c'est plus en course à pied maintenant. Si en vélo, j'ai plus envie, d'essayer d'aller vite parce que je sais que si j'essaye d'aller vite, forcément ça va aller beaucoup moins vite qu'avant. Donc je prends énormément de plaisir à continuer à rouler, long ou à faire du moyen vite, la zone intermédiaire. Mais là, sur un format triathlon, c'est différent parce que comme il y a la natation avant et la course à pied ensuite, Ouais. justement, c'est plus intéressant de rouler un peu à l'économie pour pouvoir continuer derrière à courir, par exemple. Excellent. Et alors en parallèle de tout ça, tu as toujours ton rôle d'ambassadeur chez Koi et également, une 2e casquette maintenant puisque tu t'occupes aussi un peu du sponsoring en VTT. C'est quoi ton rôle exactement? J'imagine que tu es au contact, avec nos teams. Je pense évidemment à Origin Racing Division avec Maxime Marotte, contre qui tu as couru et puis aussi à BH Coloma avec, Carlos, contre qui tu as couru également. Comment ça se passe justement au niveau de cette gestion du sponsoring? Tu récupères les feedbacks des athlètes, tu transmets, j'imagine, au chef produit. Comment ça se déroule? Effectivement, c'est nouveau depuis cette année. Je continue, pour Ecoy mon rôle d'ambassadeur, testeur, produit, consultant. Depuis déjà un certain temps et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de faire le lien entre, la marque Ecoy, les chefs produits que je connais tous et les équipes VTT qui sont sponsorisées par Ecoy, et mettre aussi mon expertise, de la marque et l'expertise, Du compétition, sport, ouais. du sport, pour être au contact, de ces équipes. Donc c'est cool aussi, ça me permet de revenir sur les compétitions avec ce rôle-là et puis, ben il y a il faut être avec les coureurs pour comprendre quels sont leurs besoins, comment évolue le sport et puis, faire remonter ça pour que la marque soit toujours, au top et pouvoir, les accompagner au mieux dans leur recherche de performance. Je sais que pendant ta carrière, tu étais quelqu'un qui était franchement pointilleux, sur le matos. Comment ça se passe aujourd'hui quand tu testes un produit école justement concrètement? C'est quoi les retours que tu peux faire, je sais pas moi, on prend un exemple, une paire de lunettes ou un maillot ou qu'est-ce que toi tu amènes au chef produit, notamment je sais pas les matières ou autres, Maintenant si j'essaye tu as un d'être, exemple concret? tout à fait, j'essaie d'être plus, de me mettre en la place du grand public. Avant, OK, quand je testais du produit, ouais, j'étais juste uniquement dans mon rôle de compétiteur. avec un besoin de Avec un performance. besoin très spécifique d'un produit doit être conçu pour la compétition en coupe du monde, au niveau international, en VTT cross country. Et maintenant, il m'arrive de tester des produits qui sont pas forcément le top de gamme et c'est super intéressant aussi d'essayer des produits, pas plus milieu de gamme, plus grand public et de se mettre dans la peau. Qu'est-ce qu'a besoin le Bien sûr. consommateur?
C'est pas forcément les mêmes besoins que le compétiteur, parce que lui, il va pas avoir les mêmes fits, la même rigidité, il y a des choses qui sont différentes. Et je me régale aussi à tester, ces produits, que je ne roulais pas avant ou que moi-même je ne roulerais pas. Ouais, de C'est s'imaginer ce qui pourrait convenir au Voilà, plus grand nombre au final. c'est tout à fait. Excellent. Et on parlait tout à l'heure du sujet super spécifique des coupes du monde de cross-country. Quand tu regardes les courses aujourd'hui, qu'est-ce qui t'impressionne le plus par rapport à l'époque à laquelle toi tu courais? Bah, le sport a beaucoup évolué. C'est vrai depuis que Warner a racheté la coupe du monde, c'est vrai que tout est fait pour le spectacle, et c'est le cas. Je trouve que c'est super intéressant à regarder. Super intéressant à regarder aussi parce que, il y a une nouvelle génération de pilotes incroyables qui arrivent. Il y a vraiment il y a eu un renouvellement de génération. On voit que des gamins qui ont moins de 25 ans, et il y en a et puis il y a personne qui domine. Chaque week-end, ils sont 10 à pouvoir gagner minimum. Et il y a beaucoup de suspense, beaucoup de vainqueurs différents, des courses qui se jouent souvent, dans le dernier tour, voire dans les tout derniers, mètres. Ouais. Donc c'est super intéressant à regarder, je pense, pour le grand public. Des circuits de plus en plus techniques aussi, j'ai l'impression. Plus technique, plus roulant, voilà aussi pourquoi c'est plus difficile de faire la différence, pour le spectacle aussi, Ouais, pour la télé. Et là, on se retrouve maintenant avec des formats de courses qui sont ultra télévisuels et qui sont intéressants à regarder, plus courts, du beau spectacle et des beaux athlètes. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on a dans cette nouvelle génération de pilotes, on a des Français qui sont incroyables. Et là, tout récemment, on a 3 coureurs, avec des triplés bah, français. ouais, Ça faisait quand même longtemps, un triplé c'était pas français. Ça arrivé. faisait 10 ans qu'on n'avait plus un triplé français. Ouais. Donc ça fait plaisir en plus de voir les jeunes Français, devant. Non, c'est clair. Si tu devais, nous donner un peu deux trois noms, sur lesquels il faudrait miser pour les deux prochaines années et jusqu'à l'échéance olympique, tu surveillerais qui de plus près? Voilà, sans prendre de Et risques. c'est pas trop dur en ce C'est pas moment. trop dur. Si on annonce Adrien Bouachi, Lucas Martin et Mathis Azaro, j'espère que Victor va revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible après sa grosse blessure de début de saison. C'est vrai que ça va être un beau casse-tête pour la sélection olympique. Il y aura 2 places à Los Angeles 2028 et là, je viens déjà d'en citer 3, Ouais, qui sont sur tous les derniers podiums, plus Victor qui va revenir, plus Jordan Sarrou, Joshua Dubos. il y aura des déçus. Il y aura des déçus, puisqu'il n'y aura que 2 places. À des nations comme la France, oui, on va laisser, du monde à la maison, on va laisser forcément des pilotes qui sont capables de faire des podiums aux coupes du monde Ouais, et qui ne pourront pas participer aux Jeux. on a hâte de voir ça et puis En tout cas, on sera en content pour les attendant, sélectionnés et déçus pour les autres. il nous régale tous les week-ends, en Coupe Ça, du ouais, Monde. ouais, c'est sûr et la saison est pas finie. Ouais. Et comment t'expliques justement, alors que la France reste une telle nation de VTT? Bah, on a le terrain de jeu. Voilà, derrière nous, on a des montagnes partout. On a aussi un système fédéral qui fonctionne bien avec des clubs, un circuit national, une Coupe de France, les championnats de France, qui peuvent faire monter les jeunes, des petites catégories jusque chez les élites. Donc voilà, la recette qui fait que la France est dans les première ou deuxième nation mondiale depuis, Depuis des des générations. générations, Ouais. hein. Et ça vaut pour le cross et la descente, Oui. en plus. On change complètement de sujet, mais on reste dans le cross-country. Est-ce qu'il t'arrive encore de rouler en pur vélo de cross, 100 millimètres, ou bien alors tu es complètement passé sur le gravel Alors je et reprends, tu as rangé le semi-rigide ou le mais suspendu d'ailleurs? j'ai mis très longtemps avant de remonter sur un vélo, de cross-country parce que pour moi, c'est le seul vélo qui est encore trop associé à la compétition. OK. Heu, J'arrive à monter sur un vélo d'enduro, sur un vélo de gravel, sur un vélo de route, sans forcément regarder la moyenne, les watts, le chrono. Alors que ce vélo-là, le vélo de cross-country, pour moi, il est encore associé à la compète. Pour moi, c'est un vélo sur Pour lequel il faut appuyer et puis relancer partout. et Sauf ouais. que au bout d'une heure, relancer partout, ben, ça ça le fait plus. Mais récemment, comme j'ai eu un peu de testing à faire, et puis le Xterra m'a permis de remonter aussi parce que l'Xterra, donc c'est la version, pour ceux qui connaissent pas, la version tout Tout terrain terrain du triathlon. du triathlon, natation, VTT, course à pied. Et j'ai pris beaucoup de plaisir il y a quelques semaines à Aix-en-Rue-Langemer dans les Vosges à essayer de pousser un peu, à essayer de rouler vite avec un vélo de cross. Et aussi parce que les vélos de cross actuels sont vraiment des super engins. Il y a eu un moment où les vélos de cross n'étaient pas forcément adaptés au grand public.
Ouais. Je parle par exemple, le vélo de cross-country le plus léger que j'ai roulé, c'était le Orbea Alma avec lequel j'ai gagné les Jeux en 2008 à Pékin. Ouais. 8,4 kg, bout de bois, léger, mais tout ultra rigide, qui pardonnait aucune faute, angle de couche fermé. C'était pas hyper fun à rouler, alors que maintenant, un vélo de cross, c'est incroyable, c'est aussi performant qu'un vélo d'enduro. En Bah, descente, c'est c'est aussi ça. performant qu'un vélo d'enduro Ouais. d'il y a 10 ans, Ouais. voire même peut-être plus récent. Ça monte et ça grimpe en montée partout, quoi. Et puis, ça fait plaisir même à pédaler dans du défoncé, dans des racines. Tu pédales partout. Pour le grand public, il faut se faire plaisir sur un vélo de Coupe du Monde, Mmh. en roulant 2 fois, 3 fois moins vite que les athlètes de Coupe du Monde. On est bien d'accord. Et Là, tu VTTAE? disais 100 millimètres, on Ouais, est on est plus à plus 120 on est maintenant. plus C'est ça 120 aussi qui est maintenant sympa, et c'est qu'un puis des fourches tu 134, enfin tout voilà, tu mets a des pneus un peu plus solides pour être tranquille du volume. tu as un vélo qui est capable de passer partout. Mmh. E-bike, tu roules aussi, on a eu un petit débat, on a fait un social ride, copieux, lors du dernier Rock d'Azur, pour Écoille tous ensemble, et c'est toi qui avais tracé. Je pense que ceux qui y étaient s'en rappellent encore. Et on avait eu un petit débat, vrai sport ou pratique de flemmard pour le VTTAE. Ton avis à toi là-dessus? Parce que je pense que les mentalités sont en train d'évoluer aussi, Bah, sur j'étais l'électrique. un des premiers à avoir un avis très tranché sur l'e-bike, puisque j'étais certainement un des premiers coureurs pro cross-country à utiliser l'e-bike dans ma préparation. Ouais. Parce que ça m'a permis et maintenant beaucoup le font, hein, ça permet d'échanger des sorties de récup que tu dois faire normalement avec le vélo de route. Sorties de récup où tu dois rester en endurance de base, bah, tu peux les faire avec un e-bike. Tu peux rester en endurance de base, sauf que tu peux grimper au sommet de n'importe quelle montagne grâce à l'assistance. Et derrière, tu fais quand même ta descente et ton pilotage et tu travailles la technique également. Donc, moi j'ai essayé au début, lorsque j'ai affiché, mon intérêt et puis, je me suis un peu fait lyncher au tout début. Il faut s'imaginer, Ouais, quand faut le e-bike est arrivé, on a voulu opposer, le vélo musculaire et le vélo, assistance électrique, alors qu'en fait, c'est juste un outil de plus. c'est complémentaire. Oui, ça permet et c'est magnifique, ça permet à des gens qui n'ont pas le niveau ou plus le niveau de se remettre ou se mettre, au VTT. Mmh. Pas le temps aussi, des Et pas fois. le temps, parce qu'il faut être clair, le VTT, cross-country, c'est un sport ultra dur. Et quand tu vas en vacances dans les Alpes, par exemple, tu veux faire du VTT, mais en fait, c'est Si tout t'as de pas suite une trop caisse dur phénoménale. si t'as pas la condition physique. Et grâce à l'e-bike, c'est vrai que ça te permet à un grand nombre de pratiquer, et ça tant mieux. Et puis même tu peux aussi pratiquer l'e-bike d'une manière sportive, parce que tu peux, au final, l'e-bike, c'est ce que tu lui mets, plus la puissance du moteur. Mmh. Mais en fait, tu peux très bien pédaler à 400 watts si tu as envie de pédaler à 400 watts. Si tu as envie de Heu, faire du cardio, tu peux, il y a pas de voilà. problème. Et simplement, tu vas aller plus loin, tu vas faire plus de dénive, plus de kilomètres. Depuis 10 années, je trouve que c'est un outil et je me régale toujours et à en faire. Par contre, je fais pas les mêmes parcours. Ce qui me régale en e-bike, c'est justement de monter des trucs qui sont impossibles à monter en vélo musculaire. Bah oui. Et tu te retrouves à faire des trucs que tu fais en descente, des portions que tu fais en descente, bah, tu peux essayer de les monter. C'est aussi ce challenge-là qui est marrant de se dire: «Est-ce que ça va monter?» Et puis le challenge est: «Eh oui, je vais essayer de monter, si possible 100 mètres de pied», Ouais. et ça, c'est vraiment marrant. Moi, j'aime bien faire l'analogie de dire que c'est un sport à mi-chemin entre le VTT et la moto trial entre guillemets, quoi. C'est une espèce d'hybride, Voilà, il faudra un moment peut-être quand même, faut toujours pédaler. oui, puis quand même peut-être à un moment limiter la puissance parce qu'on voit des moteurs de plus en plus puissants et c'est vrai que maintenant Ouais. on se trouve quand même avec énormément de puissance et on se demande si c'est pas un petit peu quand même du sport motorisé. Tu pédales toujours, hein, Ouais, mais ouais. malgré tout quand Tu mets 1500 mais watts à quelqu'un qui a pas le voilà. niveau Et technique, ça peut être, dangereux, quoi. si on veut continuer à pouvoir pratiquer l'e-bike partout Mmh. ou presque partout, faut peut-être Faudra peut-être arrêter légiférer à un moment donné, ouais. légiférer, arrêter de monter en puissance parce que sinon, oui, on va vraiment abîmer les sentiers et surtout, on va se retrouver avec des Des interdictions et terrains de après, ça jeu sera fermés. compliqué. C'est interdit aux e-bikes, mais si c'est interdit aux e-bikes, peut-être ça sera interdit aussi à tous les VTT. Donc, j'espère qu'on aura. Vaste sujet. C'est un vaste sujet, mais bon, c'est un sujet important pour nous parce que les sentiers, c'est notre terrain de jeu en tant que VTTiste et c'est quand même important qu'on puisse garder un accès à ce terrain de jeu. Je te rejoins. On va conclure avec, 3 petites questions un peu rapides.
où il faut essayer de répondre un peu du tac au tac. Semi-rigide ou tout suspendu pour toi? Tout suspendu sans hésiter. OK. Maintenant, ouais, c'est vrai que les suspendus sont tellement efficaces, on en parlait tout à l'heure, Mmh. que la suspension arrière ne t'aide pas uniquement en descente, elle t'aide aussi en montée. Donc il est plus efficient à la fois en descente et à la fois en montée. En termes d'épreuves costaudes, plutôt marathon des sables ou transv? On va dire transv, parce que sur un podcast vélo plutôt. Ouais. La petite sortie qui va bien, plutôt gravel, un petit tour, de 80 bornes ou un petit trail à la maison, dans les stérels? Mais justement, je vais pas choisir. J'ai la chance d'avoir dans mon garage tous les types de vélos Ouais. et maintenant je peux pas avoir le luxe de dire: «Bah, aujourd'hui, je vais prendre celui-là». L'e-bike ou le gravel et aussi les baskets et quelquefois c'est les baskets. Tu as Donc signé avec Origine d'ailleurs tout récemment? oui, Grande nouveauté de l'année aussi. ouais, Bon, et en plus juste avant, donc j'ai eu l'occasion de faire mon gravel, mon trip, au Maroc eh ouais, avec, plein de nouveaux avec jouets dans le garage voilà. à tester. Mmh. Bon, top. Voilà, donc oui, j'aime pas trop segmentariser. En fait, tu peux aimer le gravel, aimer la course à pied, aimer l'e-bike, aimer la route. Plus tu as l'occasion de pratiquer des choses Ouais, différentes et plus il y a plaisir. tu varies les plaisirs. La suite pour toi là de l'été, c'est quoi un peu les rendez-vous? Alors ici présent là sur le Chemin de France, je serai également présent la semaine prochaine au Chemin de France descente, OK, au au Menhir pour Ménur. commenter pour, le direct France Télévisions. Je vais rester pas mal en montagne durant cet été et puis, fin d'été, fin août, la l'UTMB sur le format CCC 100 km Ouais, excellent. avant, et puis, en défi sportif, il y aura également la Diagonale des Fous, au mois d'octobre. OK. Sur un format 100 miles, 180 km. On te voit au jet pour la coupe du monde? Je serai au G, oui, oui. Bon, et ben, on Ouais, sera là et aussi. cette étape de coupe du monde au G, On sera là aussi. est toujours, excellente. Super, bah merci, Julien pour, ce moment passé avec nous. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et à poser vos questions à Julien. On sera un plaisir de lui transmettre, et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Single Track. Salut à tous!